Alors, qu'est-ce que j'avais mis? Donc, dans les lectures, on avait... Ah oui, voilà, il y avait ça. Il est où? Il est là-haut. Hop. Alors, j'en ai sélectionné trois. Et l'autre, il est là. Donc, j'en ai sélectionné trois. Où le premier, celui qui était attendu depuis un moment, c'est Bouddha. Ça y est, j'ai enfin fini Bouddha et j'ai fait une chronique dessus. Le deuxième, c'est Dommage cérébral. Et le troisième, c'est... Hop, alors attendez, il faut que j'aille sur le site parce que je l'avais vu, je l'ai lu sur Mangaio. Hop, c'est... Je suis connecté. C'est les pieds bandés. Donc voilà, j'ai fait une critique un peu plus longue et deux plus courtes. Donc c'est celle-ci, les pieds bandés. Voilà. C'est ce one-shot là. Donc c'est un one-shot assez court. Voilà, 129 pages. Et je ne sais pas si il va me mettre à la première page ou pas. Page 2. Hop là. Voilà, je vais y arriver. Non, il n'a pas envie de mettre la couverture, donc tant pis, c'est pas grave. On va se contenter de ça. Voilà. Je vais vous faire un petit sondage et vous allez voter. Vous connaissez maintenant comment ça fonctionne. Alors, nouveau sondage. Je vais marquer lecture. Je vais marquer Poubou. Euh, Doudou pour dommage cérébral. Et Pied-Pied pour les pieds bandés. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti, vous pouvez voter. Le premier Omnibus Alien dispo à la Fnac, oui, mais il va revenir, donc peut-être que tout n'est pas à jour selon les sites, mais je sais qu'il va revenir. J'avais demandé à une époque à un libraire ça allait être réimprimé. Et puis c'est la IND il n'y a pas longtemps, donc voilà, donc je vous laisse voter. Alors c'est tout petit maintenant le sondage, là c'est fou, il faudrait que je le grossisse, ils ont changé la taille. Hop, voilà, on va faire ça. Voilà. Donc c'est quoi? Vous votez pour quoi là? Vous votez pour Doudou. Doudou, c'est dommage cérébral. Hein. Oui, je fais simple maintenant dans les trucs. Hein. Doudou. Hop. On va finir. Alors, c'est qui le gagnant officiel? Eh bien, c'est Doudou, dommage cérébral. Je suis surpris. Et c'est quoi le deuxième? Ben après, c'est Bouddha. Allez, dommage cérébral. J'ai fait un truc assez court parce qu'il n'y avait pas un milliard de choses à dire dessus. Ah, je vois que c'est Sean qui s'est battu pour avoir dommage cérébral. Alors, dommage cérébral, donc dernier titre sorti chez Kago, donc chez Uber, puisque je crois que Imo en a sorti les nouveaux que j'ai pas acheté encore. Donc ça va aller assez vite, hein, puisque dommage cérébral, je l'ai acheté à Angoulême, c'est celui-ci que j'ai fait dédicacer par notre cher Kago, qui tire plus vite que son ombre, enfin qui signe plus vite que son ombre. Alors, attention, voilà, terminé, bisous, 3 quarts d'heure pour 2 secondes. Donc, on a, alors je vais faire attention aux images quand même, on a 4 histoires, comme Kago sait le faire, hein. C'est-à-dire 4 histoires qui sont surréalistes, parfois absurdes, mais qui à chaque fois essayent de surprendre le lecteur. Et les histoires sont assez longues, hein, puisque à chaque fois ça fait une cinquantaine de pages, je pense, au niveau des histoires, ce qui laisse le temps à l'auteur de se développer un petit peu, de développer un peu ses concepts par rapport à d'autres titres plus courts qu'on a déjà pu voir chez lui. Donc dans le premier, on a une histoire de clones qu'on peut voir qui se retrouvent dans un labyrinthe et qui vont devoir voilà, survivre à ce labyrinthe. On a donc en deuxième une jeune fille qui se fait harceler par un fantôme. Et en fait, voilà, elle se fait harceler par un fantôme. Alors je vais éviter certaines planches. On a après, dans un quartier plutôt tranquille, des disparitions d'objets ou de personnes qui deviennent de plus en plus inquiétants. Donc je vous laisserai découvrir comment. Et qui inquiètent énormément les habitants. Et ensuite, on a une, un mystère qui est non expliqué, où on retrouve des gens écrabouillés dans des voitures. Et on essaye de comprendre pourquoi. Voilà, donc tu vois, ils sont totalement éclatés. Donc dans l'ensemble, ça reste des histoires assez sympathiques.
Je peux pas dire que c'est le meilleur Kago, hein, je te rejoins, Boris. J'ai quand même passé un bon moment de lecture. Je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment, mais quand on a déjà lu beaucoup de Kago, c'est pas un tome qui surprend. Ça reste agréable, c'est pas celui que je recommanderais en premier. C'est assez rapide à lire, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de choses que ça à lire au niveau des histoires. On enchaîne en fait facilement les histoires, c'est plus ou moins bien trouvé selon le truc. Et Kago, il essaye toujours quand même de surprendre le lecteur. Il a réussi quand même à avoir quelques bonnes idées dans les histoires. C'est juste que, ouais, j'ai pas été non plus ultra surpris. Et je pense que c'est un livre qui, comment dire, à la limite, t'as jamais lu de Kago, c'est sympa. Quand t'en as lu plein, bon, bah, c'est qu'un livre parmi d'autres. Il va pas te surprendre plus que ça. À la limite, là où j'étais un peu plus surpris, c'est plus le format. On a un format un peu bancal, entre moyen et grand. Donc j'étais assez surpris. On retrouve encore un manga sans jaquette, hein, comme on avait évoqué, hein, avec Rabat, qui est assez quali. Euh, c'est à la limite, bon, c'est vrai que le positionnement n'est pas donné. Tu vois, on est sur du 20 euros pour 200 pages. Pardon. Et sans aucun bonus. Et c'est ça surtout qui est un peu embêtant. Je me dis, Kago, il pourrait mettre des crayonnés, ils ont l'auteur à disposition, ils pourraient mettre plein de bonus dessus. Et je trouve que ça fait un peu chiche en fait de sortir aujourd'hui un Kago et de pas avoir en fait des bonus qui sont associés ou des pages couleurs, enfin des trucs, même une interview. Il est là Angoulême, putain, fais une interview quoi, ça te prend 3 secondes. Fais une interview là, tu poses 10 questions, il répond et puis on passe à autre chose. Et c'est plus ça que je vais pleurer, plus que le prix, parce que bon, Kago chez Imo c'est 18 euros, hein, donc c'est pas donné. Là il y a 2 euros de pub parce que le format est un peu plus grand, bon ok. Mais ouais, c'est plus ça que je reproche. Je pense qu'il y a pas beaucoup d'efforts au niveau de Kago, que ce soit Imo ou que ce soit Uber. Je pense il pourrait profiter, et nous donner beaucoup plus de bonus qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, c'est mon premier Uber parce que les autres je les avais déjà en anglais, mais je trouve que Uber ne publie pas les meilleurs Kagos. Clairement, c'est pas ce que je préfère. Les meilleurs Kagos sont clairement chez IMHO. Voilà pour Dommage Cérébral, c'est 4 petites histoires, donc il n'y a pas 1 million de trucs à faire. Sinon, il faut que je vous dise qu'est-ce qui se passe dans les histoires, c'est ce qui serait vous gâcher la surprise. Si vous avez jamais lu de Kago, ça peut être une porte d'entrée. Si vous avez déjà lu du Kago, bah, vous risquez d'être un petit peu sur votre faim. Voilà pour Dommage Cérébral. Alors, on continue, je relance le, le sondage. Lecture, donc on est sur du boubou et on est sur des pieds-pieds. Allez, c'est parti. Allez, vous avez des points, profitez-en. Hop. Des pieds bandés, voilà. Je vais me mettre BD. Ah, voilà, la BD est là. Comme ça, je vais. Au moins, on voit la couverture. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Eh, ça se bat quand même, hein. Eh, vous avez voulu que je lise Bouddha et finalement, vous voulez pas que je fasse la critique. Ah, je me suis pas assis. Alors, c'est quoi qui gagne? Hop. Donc, premier Hubert aussi. Ok. Kamehameha. Ah, c'est Bouddha là qui remonte. Mais attention, eh, c'est juste, hein. Ah là, vous vous battez, les gars. 50-51%. C'est c'est les pieds bandés qui a gagné. Thomas, il s'est lâché sur les pieds bandés. Il voulait absolument, absolument ça. Ok, ok. Alors, les pieds bandés, je vous le partage. Donc ça, c'est la couverture, hein, puisque voilà, puisque c'est celle-ci. Donc je vais aller sur Mangaio. Donc je vais vous montrer quelques pages directement de Mangaio. Hop, alors j'ai lu oui, c'était à fond, j'ai eu 490 points. Bravo, bravo Thomas. Donc Les Pieds Bandés, donc c'est un livre qui est sorti chez Kana dans la collection Madine et je l'avais lu sur Mangayo. J'ai lu il y a quelques temps, mais c'est une critique que j'avais un peu en stock parce que Bouddha est un peu plus longue à lire. Donc voilà. Écoute, Boris, effectivement, Bouddha viendra plus tard.
Je rappelle Mangaio, hein, je suis abonné au service moi, depuis le tout début, hein, donc même si comment dire, je ne suis pas en partenariat du tout avec eux, mais depuis le début, c'est un service que j'apprécie beaucoup, que j'ai toujours mis en avant sur ma chaîne. Et si vous êtes intéressé, il y a un petit code de parrainage qui vous fait gagner une semaine, et moi aussi. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description. Mais vous avez du coup ce titre-là qui j'ai lu dessus et qui est très bien. J'avais pas envie spécialement de le collectionner. Donc les pieds bandés, donc une BD chinoise. Voilà, une BD chinoise qui est sortie donc chez Kana et qui est très intéressante. Donc l'œuvre elle est assez courte, elle fait 130 pages et ça va relater une tradition chinoise qui est assez atroce, qui s'appelle les pieds bandés. Alors je connaissais de nom cette tradition, j'avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais lu d'histoire ou en tout cas de récit dessus. Et du coup, lire une histoire avec des personnes qui sont mises en scène et qui vont subir cette tradition, ça n'a pas le même impact. Vraiment, c'est pas la même chose que juste en entendre parler et de voir. Donc, pour donner un petit peu plus de détails, en gros, dès le plus jeune âge, on bande le pied des jeunes filles pour obtenir, selon eux, le pied parfait, c'est-à-dire un pied de 7,5 cm de longueur, même en étant adulte. Imaginez la taille du pied adulte. Je vous laisse imaginer la souffrance pour arriver là et les difficultés pour se déplacer avec ça. Clairement, hein, c'est un vrai handicap, quoi. Et en fait, pourquoi ils font ça? Parce que les, hop là, on va passer, voilà, on va mettre des pages. Pourquoi ils font ça? Puisque si tu as des petits pieds, les femmes aux petits pieds ont plus de chances d'être courtisées par des nobles et avoir une vie confortable. Donc là, les Chinois, ils avaient un kink sur les pieds, gros fétichiste des pieds, c'est obligé, mais au détriment de nombreuses femmes qui ont subi ça. Et donc on va suivre une jeune fille qui va être forcée d'avoir les pieds bandés, puisque la tradition l'oblige. Et la tradition l'impose, et en montrant justement l'absurdité des hommes qui adulent ça, et les femmes qui suivent cette tradition un peu bêtement pour espérer une vie meilleure et pas de misère, qui explique en fait cette origine de cette tradition atroce. Et cette petite fille qui va subir la torture, c'est ce qu'on va voir, parce qu'il faut, voilà, c'est ce qu'on voit ici, hein. Je vous mets cette image parce qu'elle est, on voit les pieds là qui saignent, voilà, où elle bande ses pieds. En fait, elle va subir la torture. Parce qu'en fait, il faut bander les pieds pendant plusieurs jours pour les écraser, il faut les retourner, il faut que les pieds ne grandissent pas. Et en fait, c'est un peu de la torture ce truc, hein, clairement. Mais le récit ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que le récit, et après je ne vais pas montrer plus en termes d'image, parce qu'il n'y a que 130 pages, et le récit en fait s'arrête pas là parce que l'auteur, ou l'autrice, hein, je ne sais pas, j'ai pas regardé qui avait dessiné, mais en tout cas, ils vont raconter l'histoire à un moment important de la Chine, c'est-à-dire un moment qui est en pleine révolution. Et cette jeune fille va se retrouver entre deux époques, c'est-à-dire que c'était une tradition, mais quand le nouveau gouvernement est en place, eh ben en fait, ils souhaitent interdire et rejettent toutes ces vieilles traditions pour que la Chine aille de l'avant. Et donc, on se retrouve avec ces jeunes filles qui ont sacrifié leur corps sans qu'on leur laisse le choix et qui se retrouvent au final à finir handicapées, souffrir toute leur vie pour avoir une vie de misère, alors qu'on leur avait, entre guillemets, promis une vie bien meilleure. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette tradition est totalement oubliée et on ne veut plus assumer que c'était fait en fait. Il n'y a pas eu de tradition en disant là, ok, et après c'est fini. Non, en fait on considère qu'on les a rejetés directement. Et c'est une histoire qui est extrêmement touchante et atroce à la fois. Et je vous invite en fait à regarder des images sur Google Images. Alors je ne vais pas les mettre, hein, déjà les images là parler d'elles-mêmes. Mais si vous tapez les pieds bandés, vous allez voir des pieds justement atrophiés entre guillemets. Et je vous invite à regarder. C'est assez choquant de se dire que l'homme peut arriver à faire ça juste pour je sais pas, un délire en fait. C'est hallucinant pour une tradition. Et là, le voir illustré avec des personnes qui clairement souffrent et tout, ça rajoute un côté émotionnel supplémentaire assez fort. Et clairement,
c'est un sacré impact et ça n'a rien à voir avec un impact où on peut lire un article qui en parle et une histoire où on va voir justement une pauvre jeune fille qui va se souffrir, avoir les pieds bandés et à partir du moment où ça y est, hop, la Chine change et elle se retrouve à devoir survivre avec ses pieds atrophiés comme elle peut dans la nouvelle Chine. Alors, toutefois, bon, le fond du récit est vraiment génial. Par contre, au niveau de la narration, c'est un petit peu brouillon. C'est un petit peu brouillon à suivre. Il y a, J'avoue que j'avais un petit peu de mal des fois à me repérer dans la narration et de savoir un petit peu, enfin, au niveau de suivre l'histoire. Il y a assez peu de texte, c'est très visuel, mais voilà, j'avais du mal à me retrouver, sachant que le dessin est assez chargé. Et on ne comprend pas tout lors de la première lecture. J'avais dû le refeuilleter pour bien comprendre certains passages. Et c'est vrai qu'une deuxième lecture, je pense que ouais, c'est mieux. Et donc voilà, c'est un titre que je suis très content d'avoir lu sur Mangayo, dans le sens où le sujet est super intéressant, mais c'est pas un truc que j'aurais envie de relire 15 fois et de collectionner et tout, mais je vous recommande la lecture, parce que c'était très instructif. Et je valide ton jeu de mots, Boris. Je l'affiche en gros pour que tu la suives entièrement. Donc du coup, oui, c'est un one-shot qui fait 130 pages, qui est assez court, à lire, ben, soit disponible chez Kana, soit à lire sur Mangayo, parce que je crois qu'il est encore disponible, hein. Si je regarde, là, je suis sur Amazon. Attendez, je vois pas ma souris, il y a mon téléphone devant. Brochet, ah non, il a plus l'air d'être disponible. Vous voyez, il est disponible en Kindle. Il est disponible en Kindle, donc en numérique, à 6 euros. Sinon, non, il a l'air, non, il est disponible en neuf. J'ai rien dit, à 16 euros. Je sais pas pourquoi il avait mal mis à jour. Voilà, donc ça c'est ma chronique sur là. Le récit est assez court, donc pareil, c'est pas très très long à parler, mais quand on a le truc, au début je voulais vous mettre les images. Alors je peux les afficher les images, c'est pas un problème, mais bon, rien que déjà le dessin était assez atroce, donc je préfère voilà, que vous allez vous-même voir. Il y a des schémas de comment est le pied, etc. Et en fait, je vais juste vous montrer cette image là. Je sais pas si parce que ça c'est, il n'y a pas la taille des. Ah, c'est dommage qu'ils aient pas mis de truc, mais c'est pas grave. Je vous montre ce truc là. Ça, c'était la taille des chaussons. Vous voyez, regardez les chaussons comme ils sont. Vous voyez qu'ils sont pas longs, hein. Et ça, c'était le pied parfait, en fait. Voilà. Et ça a touché 2 milliards de femmes. Enfin, ça a duré 1000 ans. Voilà, voilà. Vive le monde. Donc, il y avait une tribu précolombienne qui se bandait le haut du crâne depuis le jeune âge avec tout le temps déformé. Ah oui, je connaissais pas ça. Je connaissais pas. Ouais, non, c'était assez horrible au niveau de ces mutilations. Donc oui, oui. Et puis non, mais en fait, tu peux plus marcher avec ça, tu peux plus rien faire. Enfin, c'est atroce. Donc voilà, et le truc, voilà, c'est que ça a existé, et je pense que ça doit encore exister, parce que vous savez que les gens aiment bien respecter les traditions jusqu'au bout. Donc c'était hyper intéressant à lire. Allez, toc toc toc. Eh bien écoutez, il reste Bouddha. On y va pour Bouddha. Alors je vais peut-être pas sortir tous les bouquins, mais je vais peut-être prendre le 3. Et après, hop, notre cher Bouddha. Bouddha de Tezuka. Je rappelle que c'était donc le vote qu'il y a eu il y a peut-être 2 mois, 3 mois, je ne sais plus. C'était il y a un petit moment qu'il y avait eu ce vote pour ça. Non, j'ai pas fait le cosplay Bouddha, je suis désolé. J'ai pas osé. J'ai pas osé. Et, et du coup, donc voilà, tu peux commencer à me remercier d'avoir fait relire le meilleur Tezuka. Non, c'est pas le meilleur Tezuka, c'est un très bon Tezuka, mais c'est pas le meilleur Tezuka, Boris. Je reste malgré tout sur, sur mon truc. Non, Bouddha est une excellente œuvre, mais j'en préfère d'autres. Pour rappel, Bouddha, il y a eu plusieurs éditions. Putain, j'ai les doigts
tout gras. Plusieurs éditions. Donc il y a eu cette première édition là, dans ce format-là, petit format. Voilà, donc rien de particulier. Il y a eu une deuxième édition très jolie qui s'appelait déjà Deluxe à l'époque, hardcover avec les pages couleurs au début et bien sûr le récit. Et dans la nouvelle collection pour harmoniser la nouvelle collection, il y a eu celle-ci, gros pavé, qui recoupe, là c'est 800 pages, et on retrouve cette fois dans le sens original, avec les pages couleurs au début comme l'autre édition, et on a donc tout le récit. Et ça c'est en 4 volumes, et j'aime beaucoup cette DA, je la trouve superbe. Non, Alligator n'est pas là, donc tu seras tout seul là. Donc ouais, donc j'ai fini Bouddha, comme je disais, c'est une œuvre culte de Tezuka. J'avais déjà pu lire ce livre, ce titre il y a très longtemps, et au tout début où j'ai découvert Tezuka. Ça, c'est une chose que je vous ai déjà raconté. Et je découvrais l'auteur à ce moment-là, et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais quand même été gêné par le ton un peu cabotin du récit. Mais j'avais été marqué par la grande histoire et le nombre de personnages qui la composent. Mais c'est vrai que j'étais resté un peu sur le côté, j'avais envie de lire des trucs sérieux, et Tezuka venait avec un peu d'humour, et à ce moment-là, c'est pas le truc que j'avais envie de lire. Donc l'histoire va raconter la vie de Bouddha, mais pas que, hein, puisque de toute façon c'est la vie de Bouddha, c'est écrit dessus, mais pas que, puisque déjà le récit démarre sur le peuple qui peuplait l'Inde à l'époque, et parmi ces hommes, il y a les brahmanes, donc les brahmanes qui ont mis tout un système incroyable de classes et de discrimination. Bien sûr, eux sont tout en haut de ces classes, avec les parias, les guerriers, etc. Donc on retrouve dans toutes les cultures les castes mises en place. Et le ton est donné dès le début, hein, puisque Tezuka va nous parler donc des thématiques qui lui sont chères à son cœur, à savoir le respect de la vie et de l'égalité des êtres sur Terre. Mais Bouddha, donc le personnage, n'apparaît pas immédiatement. Tezuka va déjà prendre le temps de dresser le portrait de plusieurs personnages, notamment le personnage de Tata, un enfant paria. Alors il n'est pas ici, Tata, voilà, il est ici. Donc Tata, un enfant paria, qui a donc un paria, hein, donc ce n'est même pas considéré comme un humain, hein, donc c'est encore en dessous des esclaves, et qui a la capacité de parler avec des animaux, et qui lui et en prendre possession. Donc voilà, il y a du fantastique, hein, bien sûr, dans Bouddha. Et il va subir de plein fouet les horreurs de la guerre. Et c'est un garçon qui est particulièrement espiègle, qui fait beaucoup penser à Dororo. Mais on va aussi suivre un jeune esclave qu'on avait vu juste avant. Et ce jeune esclave, hop là, il lui va essayer de vouloir monter dans les grades, et pour ça il n'a pas d'autre possibilité que de devenir guerrier pour malgré sa condition d'origine, pour essayer de sortir de son statut d'esclave qu'on lui a donné dès la naissance. Et là l'auteur il prend le temps de poser le décor et de montrer le fonctionnement de la société, de sa dureté, donc des famines, de la discrimination en place, de l'inégalité arbitraire des classes, de la misère, hein, auxquelles ils sont vraiment confrontés, mais aussi des conditions de vie difficiles, donc liées aux caprices de la nature, notamment les sécheresses et les pluies abondantes, mais aussi, pour ça, il va utiliser de nombreux personnages historiques pour coller au plus près de l'histoire, la vraie, qui romancera, en tout cas celle qui est décrite. Alors via les différentes classes et les différents regards de ces classes, et c'est ça qui va être intéressant dans Bouddha, c'est que l'auteur il va mettre les personnages face à leurs conditions, face à la société, et les esclaves qui subissent bien sûr la discrimination, et les privilégiés qui pour eux, tout est normal, que les classes existent, pourquoi remettre ça en question, c'est logique en fait, ça coule de source, c'est la nature même, c'est la nature qui l'a décidé. Et parmi tout ça, il y a le jeune Siddhartha, donc Siddhartha qui se questionne sur le sens de ses règles. Et alors, hop là. Donc Siddhartha, c'est le jeune prince. Voilà, donc là on voit
on voit le combat. Je sais pas si on voit Siddhartha. J'essaie de voir, sinon c'est pas grave. Il y a le jeune Siddhartha, voilà, ben là il vient d'être, qui va se questionner sur le sens de ces règles qui existent depuis la nuit des temps et ben, qui va façonner la pensée du jeune prince jusqu'à ben, prendre sa décision en fait d'abandonner le palais pour comprendre le sens de la vie, de la mort, pourquoi les plus faibles meurent, pourquoi les gens tuent ou encore pourquoi on n'est pas tous égaux. Et Siddhartha, bien sûr, plus tard, deviendra le Bouddha, donc il est là, Siddhartha. Il deviendra bien sûr plus tard Bouddha et il aura pour mission de faire comprendre aux hommes le sens de la vie et passera par plusieurs phases. Donc ça, c'est le début du récit. Et donc là, Tezuka va pas hésiter à faire des ellipses si nécessaire pour faire avancer son histoire. Mais surtout, au fur et à mesure du récit, il va continuer à mettre en place de nouveaux personnages, de les faire croiser, entrecroiser tout le long du récit. Et c'est la force de Bouddha. Hein. Il y a énormément de personnages, ils vont être développés tout le long et ils vont en permanence se recroiser différemment. Enfin, il va faire vivre tout le monde. Et régulièrement, en fait, il va s'éloigner de Bouddha pour raconter l'histoire d'un personnage, toujours tiraillé, toujours subissant sa condition. Et parfois, ça va même se résoudre sans Bouddha, et des fois, ça va se résoudre avec perte et fracas, clairement. Euh, et, euh, et, et des fois, ils auront affaire à la compassion de Bouddha, mais ça n'a pas toujours une fin heureuse. Et Tezuka est extrêmement dur avec ses personnages et avec l'histoire. Et donc du coup, voilà. Et du coup, pour chose que j'ai pas précisé, c'est que avant de voir Siddhartha, tout à l'heure je vous ai dit, il commence à parler donc du jeune esclave et de Tata. Avant de voir Siddhartha, en fait, il va se passer 250 pages avant que, hop là, Bouddha, enfin donc Siddhartha, futur Bouddha, naisse. Donc voilà, qui sera donc le nouveau, le futur prince héritier. Et donc voilà, on voit que Tezuka il a de grandes ambitions pour ce manga, de créer une fresque historique et humaine qui va se dérouler sur une centaine d'années. Donc c'est quand même assez fou. Donc pour revenir à Bouddha, hein, quand il va quitter le palais, quand il sera un petit peu plus vieux, il va donc du coup vouloir apprendre par lui-même, mais lui aussi, il va, malgré qu'il a atteint l'éveil, il va quand même aussi douter, faire des erreurs. Il va même se perdre un moment dans sa mission. Il va rester en fait un homme qui a trouvé l'éveil. Et il n'est pas une divinité, même s'il dégage une aura particulière qui fait qu'il va avoir des disciples, mais régulièrement il repartira à zéro pour revenir à sa mission principale, celle de guider les hommes. Donc le récit, il aura des moments mystiques, fantastiques, il aura des personnages au pouvoir surnaturel, et Tezuka, il fait entrer les légendes, et il n'essaye pas de proposer spécialement un récit qui se veut réaliste. Dans les faits, c'est pas son but, mais au contraire, de faire rentrer le côté mystique de la religion à l'intérieur de ces personnages et des événements qui s'y passent. Et à chaque fois, Bouddha fera face à des épreuves, et à chaque épreuve, en fait, qui souvent, ces épreuves proviennent de personnes qui, pour l'honneur ou pour leur vanité, vont mettre à l'épreuve Bouddha. Et donc la force du récit, ça va être de questionner justement via les différentes castes, via ces différentes visions de la vie, en fait, de poser tous ces questionnements, et en boucle, il aura les mêmes questionnements et les mettra en pratique. Et il va faire évoluer tous ces personnages au fur et à mesure, démontrant régulièrement la cupidité humaine ou le désir de vengeance qui anime les hommes et les humains qui continuent à faire du mal, en fait, alors qu'ils sont torturés intérieurement de leurs propres actes. Et l'auteur, voilà, il est clairement pas tendre avec ses personnages. Il n'hésitera pas à les tuer si c'est nécessaire. C'est ça aussi la force du titre, en fait. C'est l'entrevêchement, en fait, des destinées de chacun qui montre que l'on vit tous ensemble, que ce soit entre êtres humains, mais aussi avec la nature. Et le message, il est universel. Hein. Tezuka, il explore les grandes questions existentielles, la souffrance, la compassion, l'injustice, la quête de sens.
Et le parcours de Bouddha devient une sorte de miroir en fait de notre époque aussi, et notamment sur ce que Tezuka a subi aussi pendant la guerre, par exemple. Il y a beaucoup d'écho qui se fait là-dessus. Et donc en fait, sous couvert d'une biographie spirituelle, Bouddha, c'est une critique acerbe du système des castes, du fanatisme religieux, avec tous ces brahmanes là, convaincus qui sont au-dessus de tout, de la violence d'État aussi, qui ne fait que opprimer le peuple pour leurs propres intérêts. Et l'auteur, il reste un humaniste convaincu, il plaide pour l'égalité, la tolérance, il plaide pour la paix. Hop, je change de livre. Et l'œuvre, bien qu'elle soit ancrée dans une époque, elle résonne encore dans notre quotidien profond en fait, avec des enjeux encore contemporains, et il nous pousse à nous interroger sur notre vision de la vie, notre rapport aux autres, notre rapport à la nature, notre rapport à la vie. Et c'est ça la force du récit. C'est une œuvre qui a un fond incroyable, et très profond sur les thématiques universelles, où les hommes, même aujourd'hui, n'ont toujours pas trouvé de réponse à tout ça, et se perd justement dans sa propre vanité. Donc oui, bien sûr, j'ai adoré ma relecture du titre, de voir la complexité des personnages et de l'histoire. Aucun personnage n'est mis de côté, c'est ça qui est assez fou. Même à un moment, on me dit, attends, mais c'est qui ce personnage déjà? Ah oui, c'est lui, c'est le fils de machin qui a grandi avec ce truc-là. Ok. Et en fait, chaque fois, ils ont tous un passif assez fou. Et même des personnages qui sont évoqués au tout début reviennent des fois à la fin pour conclure le récit et tout. Et tu dis, ah oui, ce personnage-là, c'est vrai, qu'est-ce qu'il est devenu ça? Et maintenant, il se passe ça. Enfin, c'est assez fou. Et donc là, en fait, tous ces personnages, on pourrait presque les prendre un par un et parler de leur destinée, de ce qui leur est arrivé, de leur trauma, de leur évolution, enfin tout. Et là, en fait, je peux pas. Je reste très succinct dans mon retour. Ça reste des grandes lignes de Bouddha. Je vous ai même pas raconté ce qui se passe dans Bouddha, hein. Comme je disais, par exemple, il va y avoir un moment où Siddhartha, donc Bouddha, va se questionner sur tous les exercices mais j'ai perdu le nom là. Des austérités. Ou pourquoi se faire souffrir autant pour ça, en fait. Il ne comprend pas. Et en fait, il va faire ça pendant des années jusqu'à dire j'arrête. Et en fait, il y a tout ce questionnement même des pratiques et de la religion. Et donc, voilà, on pourrait parler de chaque personnage. Je pourrais passer 4 heures rien que sur Bouddha à essayer d'analyser chaque personnage et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc au final, les actes de Bouddha sont au final qu'une petite partie de cette grande histoire. Et en fait, on va vraiment suivre des dizaines de personnages dessus. Visuellement, on est sur du Tezuka qui va nous offrir quelques planches assez incroyables. Et on a ce mélange un petit peu cartoon, hein, comme on connaît Tezuka, mais qui nous propose toujours des décors très réalistes, très détaillés. Et moi j'adore toujours ce dessin, bien sûr. Et des découpages qui essayent régulièrement de casser un petit peu les codes, les structures, etc. Donc ce qui m'avait un peu gêné à ma première lecture, c'est-à-dire c'était le cabotinage, hein, ou quand il brise le quatrième mur. Et ici, ça m'a pas gêné parce que déjà j'ai appris à apprécier les codes de Tezuka. Et en plus, voilà, ça m'a pas du tout gêné aujourd'hui, puisque autant à l'époque j'étais un peu en rejet, aujourd'hui ça ne me dérange plus du tout. Et même il s'amuse à faire plein de références, il y a des références à Blackjack, à tout, enfin plein de choses comme ça, c'est très drôle, plein d'anachronismes assumés. Et donc c'était pas un problème. Donc pas grand chose, enfin pas plus à dire aujourd'hui dessus. Comme j'ai dit, on aurait pu consacrer une soirée complète sur ça. J'ai vraiment passé en détail, enfin des détails sur tout ça. Je suis resté sur des grandes lignes. Je vous ai quasiment rien dit sur ce qui se passe. Alors c'est un manga qui est quand même assez dense, assez long à lire, et qui, du coup, il y a beaucoup d'événements. Et j'ai passé un long moment dessus, et j'avais pas souvenir que la lecture était aussi longue dans Bouddha. Donc voilà. En fait, donc pour répondre à ta question, c'est pas que ça m'a pas plu, au contraire, j'ai adoré relire Bouddha.
En fait, c'est plutôt que Bouddha, c'est tellement long, il y a tellement de choses à l'intérieur que du coup, j'oublie des choses en fait en lisant Bouddha. C'est ça le truc. Donc c'est pas que l'œuvre elle est pas bien, c'est que c'est moi qui suis pas qui suis pas au niveau. C'est-à-dire que quand je l'ai lu en plus Bouddha, bon, vous savez, ça fait plusieurs mois, je suis très fatigué, donc je l'ai lu sur 2 ou 3 mois. Et donc au bout d'un moment, t'oublies des trucs du début. Tu fais attends, c'est qui lui? Devadatta, attends, il a fait ça, et lui il y a ça, et machin, et lui, ah oui, lui il y a ça. Et en fait, j'oubliais à un moment des personnages, et en fait, c'était ça, j'avais du mal des fois à me replonger dans Bouddha dans le sens où quand je lisais 200 pages maximum. Et c'est une lecture qui, du coup, s'est vraiment étalée sur le temps. Et j'avais l'impression presque de ne pas avancer dans Bouddha, alors que je me régalais chaque fois que je lisais. Mais il se passe tellement de choses. Et c'est ça. Donc, alors non, c'est pas mon préféré de Bouddha, parce que il faut absolument choisir machin. Par contre, je préfère un récit je préfère toujours un récit plus court comme Ayako ou Demain les oiseaux, etc. Je ne sais pas pourquoi j'ai plus d'affect avec ces trucs-là, mais ça fait partie des meilleurs. Bien sûr que ça fait partie des meilleurs. Attention, non, non, mais attention, attention. Clairement, mon jugement sur Bouddha est totalement revu. Donc non, au début, je voulais un peu te troller pour la critique, pour juste t'embêter. Non, non, Bouddha, pour être plus sérieux, Bouddha, c'est vraiment une œuvre que j'ai adorée. Elle a été très longue à lire. Donc ça, effectivement, quand on a plein de choses à lire, qu'on manque de temps et tout, c'est vrai que j'avais envie de continuer. Des fois, je me disais, eh, aujourd'hui, je vais avancer à fond sur Bouddha. Et puis je lis, puis en fait, je me rends compte que j'ai eu la moitié d'un tome. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que ça fait 8 heures que je lis. c'est, c'est ouf. Et en fait, non, je me suis vraiment régalé à le relire. C'est un titre que, malgré tout, je ne conseillerais pas en première lecture parce que, en fait, c'est très long. C'est très long et il se peut que les gens lâchent parce que c'est trop long. Et je préfère commencer à proposer un récit plus court et un récit déjà qu'ils accrochent au style et qu'ils accrochent à l'histoire et ensuite conseiller Bouddha en disant voilà, comme tu dis, c'est une épopée. Ça raconte des dizaines d'histoires et finalement la vie de Bouddha n'est qu'une petite partie à l'intérieur de cette grande histoire. Bouddha finalement n'est presque un personnage parmi les autres. Et c'est ça qui est assez fort c'est ça qui est assez fort dans le récit, c'est qu'il s'est pas dit je vais juste raconter Bouddha et c'est tout. Non, non, je vais te raconter réellement autant d'un point de vue des classes supérieures que des classes inférieures, qu'est-ce qui se passe et avec plusieurs récits de vie où à chaque fois comment dire il te montre soit la vanité humaine soit la discrimination tout le temps et qu'il a envie à chaque fois avec des positionnements et des personnages différents qui n'ont pas vécu la même chose, certains ont été trahis, certains ont joué avec le feu, enfin peu importe. Et il y a beaucoup de choses comme ça ultra ultra intéressant et c'est assez impressionnant la complexité de ça. Et je pense qu'effectivement dans le lisant, je l'ai presque trop espacé. Et le truc c'est que comme je ne lisais pas que ça, il y a des moments il fallait me replonger dans le récit et du coup en se replongeant dans le récit voilà, il y avait ça. Mais tu vois, sur le bouddhisme, par contre, je trouve finalement, il en parle pas tant que ça. C'est-à-dire que il en parle avec là, mais tous les préceptes de Bouddha, etc., finalement, il n'y en a pas tant que ça. Il le fait un peu plus vers la fin, dans le dernier tome, mais je m'attendais à avoir plus de phrases, de textes sur l'illumination, sur les préceptes purs du bouddhisme. Et en fait, souvent, on suivait plus Bouddha dans ses réflexions. Et une fois il a commencé à avoir des fidèles, et au début ce sont des animaux, je trouvais que il aurait pu aller encore plus loin là-dedans. Alors c'est pas un reproche, hein, c'est un fait. Hein. Il aurait pu aller plus loin là-dedans encore. Et c'est vrai qu'il a fait quelques phrases, et notamment plus à la fin, notamment pour essayer de rassurer ou de trouver les mots justes selon la situation. Est-ce que la condition n'est pas un frein car les tomes sont plus longs? Je sais pas, parce que tu sais, les autres, quand ils font 400 pages, c'est énorme aussi. Hein. Et je lisais 100 pages par 100 pages, hein, très souvent. Hein. Donc 100 pages par 100 pages, ça aurait pas changé grand-chose, quoi. Mais bon, après, moi, j'ai l'habitude de lire des gros tomes, mais peut-être que ça joue un frein. Moi, je pense surtout que je manquais de temps
C'était pas le meilleur moment non plus pour moi de lire Bouddha, dans le sens où il fallait s'investir énormément dans le récit. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je devais me rappeler, et il y avait toujours ça en fond. Et quand ça dure 2 3 mois, et qu'on n'a pas le temps, en fait, on ne trouve pas le temps de le lire et de se plonger dessus, ou alors on est crevé le soir, on commence à lire, et au bout de 15 pages, on pique du nez, on dit bon, laisse tomber, j'irai la suite demain. Il y a des moments où je me disais non, mais là, je lis pas. Et pendant une semaine, je pouvais pas lire Bouddha parce que j'étais trop fatigué, je savais que j'allais pas lire au moins 100 pages. Donc j'ai essayé de lire au moins 100 pages par 100 pages au fur et à mesure. Donc voilà, donc Bouddha c'est super, mais par contre, et je répète, hein, je me suis régalé et clairement je reconnais qu'à l'époque je n'ai pas su l'apprécier à sa juste valeur et ça fait partie des meilleurs Tezuka. Mais moi, dans mon top à moi, je ne le mets pas dans les top 3 toujours. Et c'est comme ça. J'ai d'autres titres, d'autres préférences, et je pense que c'est aussi dans l'ordre que j'ai découvert. Mais c'est pas pour autant que ça enlève comment dire, ça enlève la qualité au titre. Euh, Hop là, oula, vous avez beaucoup écrit. Donc, quand tu avais commencé, voilà, tu pouvais plus t'arrêter, Rude. Non, mais c'est hyper prenant, ça, je reconnais, hein. Je rejoins sur le côté long. Je pense pas le meilleur pour découvrir Tezuka. Perso, le film me donnait pas envie du coup, même si l'œuvre est top, c'est une vraie épopée. J'ai trouvé ça long par moment. Ouais, mais tu vois, c'est vrai que les trois Adolphes, c'est plus court déjà. Je préférerais commencer ça, conseiller ça. Euh, le détachement du matériel, l'abolition des classes. Non, mais oui, non, mais attention, les thématiques, je pense que ma critique était très claire sur tout ce qui a été dit et dessus. Et encore, ma critique, j'ai survolé, hein. Il y a beaucoup de choses. J'aurais pu faire une critique de 2 heures, mais je vous aurais endormi, quoi. Donc c'était pas le truc. Non, c'est les mêmes bonus. Il n'y a pas plus. Euh, donc voilà, pas de souci, le BATS. C'était Bouddha qu'on parlait. Euh, Ah, waouh, ça serait quoi ton top 3? Vous êtes mignons, vous. Franchement, là, comme ça, mon top 3 c'est un peu chaud à vous dire. En plus, j'aime pas chaque fois que vous parlez des tops, vous me rendez mal à l'aise parce que je sais pas. Moi, déjà, clairement, moi, il y a Ayako. Ayako, ça reste une claque, une des claques de ma vie quand je l'ai lu. Donc, Ayako, il est indétrônable. Euh, je pense que derrière. Qu'est-ce que je regarde, hein, j'essaye de voir. Je mettrai les trois d'Adolphe, qui aussi est une super truc. Et après, j'hésite vraiment en top, hein, parce que ça reste les titres les plus connus, mais moi j'ai adoré Demain les oiseaux. Et Demain les oiseaux, ça fait partie de mes préférés. Et ça n'empêche pas un Mew, un Kirito ou un Barbara, moi j'adore aussi, hein. Et en fait, pourquoi il n'y a pas Phoenix et pourquoi il n'y a pas Bouddha dans mon top 3? Parce qu'en fait, Phoenix, typiquement, ben, j'adore le propos, j'adore tout ce qu'il raconte, mais tous les récits qui sont dans le passé, j'ai toujours du mal à les lire. Tous les récits dans le futur, incroyable, j'ai trouvé incroyable et fantastique, et tous les trucs dans le passé, j'ai du mal. Et comme c'est un titre sur deux, il y a certaines histoires dans le passé, elles sont un petit peu longues. Et donc, conseiller, enfin, en tout cas dans mon top, du coup, je peux pas le mettre si tu as une partie de l'œuvre que t'aimes pas, enfin, que t'aimes pas ou tu apprécies pas à fond, c'est un peu compliqué de mettre dans ton top. Et après, à conseiller, hein, parce que mon top et le conseil, c'est pas la même chose, je resterai quand même sur les œuvres plus courtes, comme Ayako, comme Les Trois Adolphes, etc., qui sont abordables et qui sont bien pour connaître Tezuka. Au moins par ses œuvres adultes, et je pense que c'est le meilleur moyen parce que tu accroches pour montrer que Tezuka, il a pas ce côté pour les enfants. Et après, tu peux le faire découvrir des choses un petit peu plus, je vais pas dire secondaires, mais en tout cas un petit peu plus anciennes. Mais ça, c'est ma vision, hein. Peut-être que Collector Tezuka aurait une vision totalement différente. Peut-être qu'il me dirait ah, Bouddha, mais tu es fou, c'est la meilleure œuvre. Moi, c'était ma révélation et compagnie. Et effectivement, et tant mieux pour vous parce que, comme je dis, il y a pas de, chacun a son top et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui est bien. Et donc il y en a qui détestent Ayako, quand j'ai jamais aimé. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs Tezuka qu'il ait fait. Il a des défauts aussi, mais c'est ça. Donc toi, voilà, le Japon féodal, ouais, pour Phoenix. En fait, je pense pas qu'elles sont moins bonnes. Je pense plutôt qu'on n'a pas la culture. Et comme on n'a pas la culture, quand on parle des légendes japonaises et que tu n'as pas, t'as pas la culture, ben voilà, c'est compliqué.
En tout cas, voilà, je vois que une tier list. Toi, Boris, c'est Ayako, Phoenix et Adolphe. Bon, oui, on n'est pas loin quand même, hein. Il y avait, et toi, Aurélien, c'est Ayako, MW, 3 Adolphe. Oui, donc on se rejoint quand même sur de nombreux titres. Après, c'est que l'histoire de préférence et après de messages qu'il fait passer dans les trucs. Mais Bouddha fait partie des meilleurs, bien entendu, et je remets pas du tout en cause ce statut. Voilà, ben, en tout cas, j'ai lu Bouddha, je suis content de l'avoir relu. J'aurais préféré le relire dans une condition où je sois moins fatigué. ATCDV pour moi, ok, d'accord. Mais donne-moi ton top, du coup, Boris. Donne-moi ton top. J'aurais préféré le lire comme ça, mais après, c'est le problème, c'est qu'on ne choisit pas tout le temps le meilleur moment, mais il fallait le lire parce que sinon, je me serais jamais lancé dessus. Et donc là, ben voilà, vous m'avez permis de me lancer dessus et au moins, c'est réglé. Et je regrette pas du tout l'avoir relu et je le relirai avec plaisir. Et en plus, maintenant que je l'ai relu avec une analyse comme ça, c'est le comment dire, c'est une analyse comme ça. Ben, le jour où je le relirai à nouveau, ben, j'aurai ça en tête et je le apprécierai encore plus. Toi, c'est Bouddha, Bomba et Dororo. Ok. Euh, Ouais, Bomba est très bien. Après, je ne mettrai pas dans les top, mais je trouve très bien. Et Dororo, bon, vous savez, j'aime beaucoup Dororo. Mais je conseillerais peut-être, moi, je le conseillerais pas spécialement à découvrir, mais je mettrai pas dans mon top, mais il fait partie, pareil, des top 10. Il fallait, je sais pas, moi, faire une tier list, je serais peut-être pas à l'aise pour faire la tier list, mais en tout cas, il y aurait beaucoup de titres, de très bons titres. De toute façon, dans mes trucs Mangatech, hein, je vous avais dit hein, tout ce que j'avais adoré, tout ce que j'avais trouvé moins bon. Et donc ça du coup, vous savez déjà tout ce que j'aime. Bon, en général, la collection Prestige est super là-dessus, quoi. Trois Adolphe, Bouddha et Mew. Ok. On reste en tout cas, ce que je vois, on reste toujours sur les Delcourt et les Prestiges. Et pourtant, il est très très bon titre chez Feu Bleu, mais en fait, quand tu fais un top d'un mec qui a 100 séries, bah, très souvent, c'est un peu les mêmes qui vont revenir. C'est un peu le souci. Et alors qu'il y en a tellement d'autres incroyables, vous le savez. Voilà, j'espère qu'en tout cas la chronique vous a plu. J'ai essayé de rester justement assez haut niveau, de rester sur les thématiques et de pas raconter spécialement en détail ce qui se passe dans Bouddha pour vous laisser découvrir tous les personnages, il y a des personnages, voilà, leur destin est vraiment. On se dit, mais non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Et Tezuka, il les tue, là, rien à foutre. Et en mode, vas-y, c'est fini, suivant. Tu fais, ah non. Voilà, c'est des trucs comme ça, quoi. Mais bon, j'étais content. Et quand je l'ai lu, j'avais pour la chronique, je me suis dit, putain, elle va être. Je vais galérer à l'écrire et tout. Et en fait, elle s'est écrite toute seule. Toute seule. J'ai pas galéré à l'écrire. Et je me suis dit, ah, putain, je pensais vraiment, surtout quand tu as une lecture étalée sur 2 3 mois, je pensais galérer. Et en fait, ça s'est fait tout seul. J'ai fait, putain, c'est génial. Donc, j'étais assez content de mon premier jet. J'ai fait, ben, c'est bien, on va rester là-dessus. Sur du. Pas du ressenti, mais sur tout ce que j'avais pu noter. Pour finir, conclure cette partie manga, au niveau des achats. Alors les achats, il n'y a pas mille choses. En ce moment, je n'achète pas grand-chose. J'avoue que je me suis, enfin, je sais pas, j'ai beaucoup moins envie d'acheter de nouveautés manga en ce moment, vous le savez. Et puis bon, ça fait partie du cycle de vie d'un lecteur, hein. Il y a des moments où on achète beaucoup, des moments moins. Mais moi, en ce moment, c'est moins. Et donc, je me contente un petit peu des séries sur ça. Oui, effectivement, tu fais bien de le préciser. De le préciser au niveau de Tezuka. Vous avez tous les Tezuka disponibles sur Manga.io, donc pas d'excuses pour les lire. Je ne sais plus pour combien, 7 ou 8 ou 9 balles par mois. Là. Vous avez tout ça gratos, entre guillemets, hein, parce qu'il faut payer l'abonnement. Mais vous avez tout ça à dispo. Alors, j'ai acheté le dernier Loser. Alors, je l'ai pas encore lu. Et donc, je vais bientôt en parler. Donc, avec qui revient sur le magazine Action. Maintenant que j'ai les trois, je vais pouvoir me poser. D'ailleurs, ils sont aussi sur Mangayo, ceux-là, j'ai vu. Et du coup, on a fait l'objectif. Merci, merci Judarc. Et du coup, on a fait l'objectif. On pourra faire la soirée
Voilà, on a les Dragon Ball qui se... Faites-moi penser à la fin de le faire, hein, parce que je vais oublier. Hein. Donc faites-moi penser à la fin, on va sélectionner la prochaine lecture manga, mais je vous préviens, ce ne sera pas de suite. Hein. Il faut que je lise autre chose. T'attends les trois, ok. Ah, mais oui, mais c'est Juju. C'est Juju. Donc Judark, illustrateur, artiste, dessinateur. N'hésite pas à mettre ton compte, comme ça ils pourront aller voir un petit peu ce que tu fais. Un ancien collègue de boulot. Donc j'espère que tu vas bien. Alors du coup j'ai acheté donc le Loser. J'ai acheté donc celui-ci, le volume 2. Donc celui-ci, hein, je pense il avait des dorures à gogo hein, quand on voit ça. Donc voilà, j'attends le 3 pour pouvoir les lire. Et j'ai acheté le dernier Tokyo ces jours-ci, comme ça, il y a le 3. Mais en fait, je me rends compte qu'en termes de série, j'ai Breakdown à lire. J'ai toujours pas lu, comment ça s'appelle, le Rakugo à la vie et à la mort. Et j'ai maintenant Tokyo ces jours-ci à lire. Ça, c'est que pour les séries de plusieurs volumes. Et je vais bientôt avoir la planète verte. Enfin, ouais, j'ai plein de choses à lire dessus, quoi. Donc bon, je les lirai en temps et en heure, mais en ce moment, je vous avoue, là, je manque de temps pour lire tout ça. Donc ça se lira quand je peux. Et c'est tout. Et c'est tout. Voilà, je ne veux pas vous dire plus. Vraiment, en ce moment, je lis Enfin, je lis. Je lis, même si là, j'ai fait une mini pause, on va dire. Voilà. Si, alors, j'ai pas dit, mais j'ai fini difficilement Baki la saison 3. Alors, j'ai lu ça sur des scans dégueulasses, hein, je vous le dis, des scans dégueulasses. Baki saison 3, je n'en pouvais plus. Autant le début c'était rigolo, autant là c'est vraiment, j'adhère plus. J'ai trouvé ça nul, mais nul, jusqu'au bout. Et j'ai feuilleté la saison 4, avec Miyamoto Musashi qui revient. Voilà, il n'y a pas d'histoire, c'est du combat pour du combat, c'est tellement what the fuck que c'est un peu n'importe quoi. Bref, en tout cas, voilà, Baki, c'est bon, j'arrête. Je voulais finir la saison 3, et à la fin, je survolais, j'en avais marre, je lisais même plus. Je passais, je regardais des images, ça me suffisait. Donc vraiment, non, pas un peu, pas ouf, quoi. Donc voilà. Euh, non, c'est pas l'achat qui va ramener des vues, non. Non, non, clairement. Non, et puis quand je regarde mon manga collect, attends, je regarde mon manga collect. Est-ce que je l'ai là sur Firefox? Est-ce que je me suis connecté à mon manga collect? Manga collect. Je regarde si je me suis connecté. Non. Alors, attendez, je vais ouvrir ici. Ici, il faut que je fasse une nouvelle fenêtre. Attendez, je me connecte à mon manga collect et on va regarder. On va regarder ensemble. De toute façon, on a le temps. On est d'accord. J'ai le temps ce soir. De toute façon, je suis en vacances. Donc, je vais pas me speeder. Laissez-moi mettre mes mots de passe. Voilà, je vous partage pas mon écran. Hein, on se connaît, mais quand même, peut-être pas partager les mots de passe. Voilà, enregistre. Parfait. Alors, voyons voir. Voilà, ça c'est mon manga collect. Vous voyez, à compléter, j'ai pas grand chose à compléter. J'ai que ça. Dans mes trucs d'envie, c'est pas. Non, ça je vais l'acheter, je pense, Tamaki, machin. Et quand je regarde ce qui est sorti, ça je vais pas acheter. Alors, c'est des trucs que j'ai mis à lire. Voilà. Il faut que j'achète les derniers IMO, je suis pas à jour. Et après, tout ça, je vais pas acheter. Donc, c'est des trucs que j'avais noté en mode pourquoi pas. Pourquoi pas, mais c'est pas pour ça que je vais les acheter. Et quand je regarde mon planning en personnalisé, qu'est-ce que je vais acheter bientôt? Bon, ben, je vais finir Irezumi Planète Vert, je vais acheter. Je vais racheter le Alabaster, bien entendu. Je vais acheter mon Gundam, celui-ci. Unicorn, il viendra plus tard. Le Roi Léo, voilà, tout ça, je vais pas acheter. Le Hagyo, je vais l'acheter. Et après, tout ça, non, 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 non plus. Non plus. Voilà, on est déjà fin juin et je vais finir l'ère des cristaux. Je vais acheter celui-là, le Somai Dave, je vais l'acheter. Et le VMS son chat, je vais l'acheter. Peut-être lui, je verrai. Les guerres invisibles, ça dépendra du nombre de volumes. Enfin voilà, vous voyez, j'ai pas un milliard de choses à acheter en fait. Donc d'ici fin juin, je vais avoir une dizaine de tomes. Donc ça fait, c'est pas si ouf que ça. Et là, j'avais pas grand-chose. Bon voilà, bref, c'était une aparté.
C'était une aparté. Euh, je crois qu'attendez, je vérifie dans mes trucs, mais je crois qu'il reste plus que la partie BD.